au fond, il n'y a pas d'incompatibilité sur le terrain économique et social entre le programme de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron. Dans le dernier projet présidentiel de Marine Le Pen, il n'y a pas firme, le mot firme n'existe pas, il n'y a pas le mot dividende, il n'y a pas le mot actionnaire. Il n'y a pas paradis fiscaux non plus. Il n'y a pas partage. Marine Le Pen, elle devait devenir pas seulement la bonne élève de l'Assemblée, parce qu'elle a quand même été une cancre pendant 5 ans. On ne l'a pas vue à l'Assemblée. Je rappelle son bilan sur les retraites. Ah non, c'est horrible. Ouais. Elle a prononcé 7 mots en 2 mois de débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Notre discours n'était pas forcément en phase avec les gens. La ligne nationale, si on veut une reconquête de cette France populaire-là, elle doit être en phase avec des attentes populaires profondes, quoi. François, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Surtout que c'est après une très bonne nouvelle, quoi. Tu fais 61%, presque 62% dans une terre de Rassemblement national. Et j'ai eu envie de te voir aussi parce que je suis venu, je dois dire d'ailleurs en début d'entretien que je suis venu te soutenir. Enfin, en tout cas, tu m'as invité, j'ai parlé de finances et tout ça, dans un petit village, un gros bourg qui s'appelle Longo. Je voudrais avec toi qu'on fasse une sorte de bilan et perspective de ce qui t'arrive et aussi de ce qui arrive au niveau national, quoi. Parce que, alors contrairement à toi, parce que j'ai lu... Je vais te corriger tout de suite, je sais que c'est permis. Tu vois, je ne peux pas accepter de laisser passer une terre de Rassemblement national. Ouais. OK, Marine Le Pen est arrivée première à la présidentielle, là, comme elle était arrivée première à la présidentielle il y a 5 ans, dans ce coin-là, mais je peux pas laisser. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce qu'au fond, je suis dans un coin qui a eu un fond rouge pendant des années. Ouais, mais et là, donc, c'est plutôt un ben, fond c'est pas brun, terminé. ouais. La bataille est pas terminée. Donc, je peux pas laisser dire que c'est une terre RN, tu vois. Donc, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que oui, c'est la méthode Coué quand même. Mais avant, Bah non, c'est moi le député. c'est Non. pas la candidate Mais du quand même, Rassemblement national. ce qu'il faut que les gens comprennent qui sont pas picards, c'est que sur cette circonscription-là, Marine Le Pen a fait combien 30. 30. Allez, Et- au premier tour. Et au second ? Elle perd un peu face à Macron. Ah oui, quand même. D'accord. Mais on a vu d'ailleurs, dans ta région comme dans la mienne, en Lorraine, on a vu énormément de députés RN, quoi. D'ailleurs, on est passé donc de 8, je crois, en 2017 à 89 aujourd'hui, quoi. Mais moi, c'est sur 17 circonscriptions en Picardie, il y en a 8 qui sont aujourd'hui Rassemblement national. Et ils étaient présents à 13 deuxième tour. Alors, Donc, J'ai regardé tes vidéos, il y en a une qui est d'ailleurs assez émouvante, et je pense que c'est une clé, c'est que tu dis qu'il faut parler aux pauvres. Et tu dis à un moment donné, tu racontes une histoire où tu vois une dame... je peux te la refaire si tu veux. Vas-y. Non, mais ça me semble déterminant pour comprendre aussi pourquoi tu as gagné et qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a un abandon finalement. Il y a comme une honte de voir autant de pauvreté et c'est comme si les politiques étaient démunis par rapport à ça et n'arrivent pas à trouver les mots. Et toi, tu arrives à les Je pense trouver. qu'il faut pas cadrer seulement sur la pauvreté. Il faut comprendre aussi aujourd'hui les gens qui travaillent, qui même ont 2 salaires et qui sont... Je vais te raconter 2 anecdotes du coup si tu veux. Il y a celle que tu demandes là. En fait, je suis à Longo justement. On fait un défilé dans les rues de Longo, donc on distribue les tracts, puis on fait nos chansons et ainsi de suite. Bon, et il y a une femme à qui je le tends et qui dit non, pas, j'ai rien à voir avec ça. Bon, et donc on marche, je vois qu'elle est enceinte et je dis toutes mes félicitations. Puis il y a les copains qui sont autour, donc je fais entonner toutes mes félicitations à vous. Je sais pas trop, mais enfin bon. Et je lui dis, vous savez, vous allez accoucher bientôt. Les premiers instants de vie de votre bébé, ils vont être marqués par la politique. Est-ce que vous allez avoir une sage-femme qui va courir d'une chambre à l'autre ? Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir du temps autour de vous ? Comment il va être accueilli, votre bébé ? Comment vous allez pouvoir vivre cet événement ? Ça dépend de la politique. Et nous, on s'est bagarré sur la clinique Victor Pochet pour qu'il y ait un ratio de sage-femme qui soit supérieur, et parce qu'il y a eu des grèves, parce que je les ai soutenues, on a gagné. Et là, elle fait « Ah oui. » Et je leur dis, voilà, les congés payés, on les a parce qu'il y a eu fois des luttes et il y a eu des urnes. Donc, raccrocher les gens au fait que quand même, il y a de la naissance jusqu'à la mort, au fond, ils sont pris par la politique. Bon. Alors, la deuxième anecdote, tu vois, je suis sur une raiderie à Marivaux, et il y a Une quoi ? Une raiderie, excuse-moi, une braderie, une brocante. Tu sais, les gens, ils vendent des trucs qu'ils ont entre eux. Ils ont des gamins, il y a les pantoufles, il y a les rollers, il y a... Enfin, non. Et je discute avec une dame
qui fait de l'import, mais je me souviens plus de quoi. Mais enfin bon. Donc en gros, je crois que c'est un salaire à 1 700 €, son mari qui doit gagner à peu près pareil, mais en disant, moi, je peux pas payer des fraises en ce moment à mes filles qui voudraient manger les fraises, tu vois. Parce que, et même chez Lidl, je peux pas. Parce que là, envoyer la fille à l'université de l'autre côté de la ville, alors elle met 1 heure en bus parce que c'est vraiment très mal desservi, mais je vais pas lui payer une voiture. Elle, quand elle est à l'université, comme le rue il déborde, le restaurant universitaire, elle peut pas aller manger les sandwichs parce que c'est trop cher si on met 5 €. Et donc, on lui prépare sa petite barquette le matin avant d'aller. Ben voilà, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les vies des gens sont rétrécies, je veux dire rationnées, sur plein d'aspects de leur vie et pas seulement les plus pauvres. Et je pense que ça, c'est un combat à mener aussi pour la gauche, c'est de ne pas chercher à parler seulement aux plus pauvres, mais il y a des gens qui travaillent, qui aujourd'hui, bien qu'ils travaillent, se sentent le nez au ras de l'eau, quoi. Et ces gens-là, potentiellement, c'est des gens qui votent Rassemblement national. Ce couple-là, par exemple, parce que la dame, la première dont tu parles, tu dis dans l'entretien que tu fais qu'elle votait Rassemblement national et que tu penses que tu l'as récupérée. Non, je pense que peut-être, hein, peut-être qu'elle a voté à la présidentielle, mais surtout, elle n'a rien à voir avec tout ça. Non, mais je sais. On ne peut pas dire qu'elle soit fasciste. On peut non, pas mais dire je veux dire, raciste. je pense qu'elle est dans une abstention naturelle, un éloignement de la chose publique naturelle. Voilà. Donc, on la ramène. Peut-être que le jour où elle est ramenée, elle a plutôt tendance, si c'est pas moi qui la ramène, à voter pour le Rassemblement national. Parce que ça paraît aujourd'hui, il faut comprendre ça. C'est terrible, mais c'est devenu le vote social. Le vote pour le pouvoir d'achat, le vote pour qu'on vive mieux, c'est devenu, dans la tête des gens, le vote Rassemblement national. Donc, il y a une bagarre à mener là-dessus. Tu vois, c'est vrai que c'est une campagne dure qu'on a menée, hein, parce qu'on commence la campagne, les porte-à-porte à Abbeville, c'est pas pareil partout, mais à Abbeville, dans les quartiers populaires, c'était... on voulait Marine Le Pen, on l'a pas eu, donc on est dégoûté. Et même les électeurs de Mélenchon, donc les gens nous disent ouais, et puis vous avez appelé à barrer la route à Marine Le Pen, mais les électeurs de Mélenchon du premier tour, ils en veulent à Mélenchon et à moi parce que y a eu barrage à Marine Le Pen, tu vois. Et dis-moi, il y a eu quoi comme abstention chez toi Importante, très importante. Enfin, comme le national, 52%, ah oui. je crois. Donc même ta campagne, qui était quand même une campagne très active, enfin, je ne sais pas si tous les députés ont fait la même campagne que toi, mais ce que j'ai vu sur place, c'est assez impressionnant, quoi. Tu as une grosse équipe derrière toi, et vous distribuez beaucoup de tracts, tu trouves chaque fois une sorte d'animation permanente, et c'est ce qui te fait gagner, d'ailleurs. Enfin, c'est cette campagne. Et d'ailleurs, tu as une sorte de... c'est pas fin. Enfin, je veux dire, tu as un goût pour ça. T'aimes ça, quoi. Ah, mais j'adore ça, moi. Je préférerais 50 campagnes. Non, mais c'est vrai, il y a des gens... Enfin, dire... J'adore aller chercher les gens, tenter des choses aussi, tu vois. Je pense que lutter, c'est imaginer. Donc c'est vrai que toutes les semaines, j'essaie de trouver un nouveau truc. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Mais on essaye de trouver, en s'adaptant au terrain. Une circonscription, moi j'ai plus d'1 heure de route entre un bout et l'autre de la circonscription. Donc c'est pas la même chose que faire campagne dans un quartier ou dans un bout de ville, tu vois. Donc... Et alors, par rapport à il y a 5 ans, donc vous étiez 17, là vous êtes 10 fois plus, enfin pas tout à fait, mais presque. Alors tu dis d'ailleurs que le score du Rassemblement national ne t'a pas surpris. Tu es un des rares qui tient ces propos-là. Et est-ce que le score de la gauche t'a surpris? Tu t'attendais à plus? Tu t'attendais à moins? Comment tu voyais le truc? Tu sais, quand tu regardes les choses depuis la Lorraine ou depuis la Picardie et pas depuis Paris, je pense que tu te berces moins d'illusions sur le niveau auquel peut se trouver la gauche et aussi sur le niveau auquel se trouve le Rassemblement national. Tu vois. Moi, je sais la pente naturelle, c'est une pente de glissement vers le vote RN. Donc nous, on doit résister à la pente, résister à la pente, résister à la pente. Donc non, je ne m'attendais pas à beaucoup mieux. Je veux dire, compte tenu du score de la présidentielle, compte tenu du diagnostic que j'avais posé à l'issue de la présidentielle sur un vote des villes et des quartiers populaires, Jean-Luc Mélenchon, ou des centres-villes, ça se partageait avec Macron, et un vote des campagnes, c'est même pas des campagnes, c'est dans les bourgs entre 10 000 et 100 000 habitants qui étaient en proportion très fortement Marine Le Pen, je voyais pas pourquoi il y aurait une immense inversion. Donc je pense que l'idée de troisième tour posée par Jean-Luc Mélenchon, de la revanche sur Macron, ça a quand même dynamisé et ça fait faire un peu mieux, mais c'est pas... Tu vois, je regardais le total des scores de la gauche au premier tour de législative, on est à 28%.
Historiquement, même quand on perdait, on était à 47%, 43%. Bon, donc il y a quand même 15 points, ça veut dire qu'il reste des millions de voix à aller rechercher, quoi. Mais quand tu, enfin, toi ou d'ailleurs les observateurs opposent à la France insoumise, déjà, comme si Mélenchon et ses proches étaient dans un discours citadin, urbain, etc., en délaissant complètement la campagne oui, la campagne, et alors que toi, tu serais porteur d'autre chose. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi, toi, que Mélenchon ne parle qu'aux citadins et a abandonné un peu le... D'abord, c'est une histoire. Enfin, pour moi, il y a une histoire de la gauche et des campagnes populaires, même s'il ne faut pas les approcher comme ça, des bourgs populaires. Enfin, il y a une histoire d'abandon qui est l'histoire d'abandon de la classe ouvrière, quoi. Enfin, je veux dire, je repars toujours, moi, des années 80. Les années 80, c'est quoi? C'est un moment où il y a la mondialisation qui entre en jeu et qui trace comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Dans mon coin, c'est quoi? C'est en 10 ans. 1975, c'est le pic du textile en Picardie. Jamais t'en as eu autant. 1985, tout est à terre. Pourquoi? Parce que entre-temps, on a signé les accords multifibres qui font partir les usines d'abord au Maroc, en Tunisie, et puis ensuite à Madagascar, et puis ensuite en Chine et en Inde. Et tout est mort. La métallurgie va suivre, ça va être les traités européens, ça va être les accords du GATT, ça va être l'Organisation mondiale du commerce, ça va être l'élargissement européen qui va dévaster. Tu veux que je te fasse la liste? Mais tu vois, Honeywell, Magneti Marelli, Goodyear, Parizeau, siège de France, en Lorraine, Abelia. On compare, on a eu la même chose avec la sidérurgie. Voilà. Mais ça veut, après, les partis de gauche, donc le PS a travaillé... Enfin, on va pas revenir on va pas refaire l'histoire de la gauche, mais la France insoumise aujourd'hui, et aujourd'hui NUPES, quoi. Est-ce que il faut absolument, d'une manière radicale, changer de discours? Est-ce qu'il y a une autocritique à faire sur la manière dont la campagne s'est faite? D'abord, je repars quand même de là. Je sais que c'est embêtant de repartir de là. Non, vas-y. Mais je repars quand même de là parce que si on comprend pas que, d'une part, évidemment, le Parti socialiste a accompagné cette mondialisation, et que c'était quand même le représentant de la gauche, Jacques Delors, qui était président d'une commission européenne qui fait l'acte unique et le traité de Maastricht. Pascal Lamy, le bras droit de Jacques Delors, qui était président de l'Organisation mondiale du commerce. Donc il y a eu un accompagnement de tout ça, du côté Parti socialiste, mais je dirais même de l'autre côté, du côté de notre gauche de l'époque, en tout cas, à l'exception du Parti communiste, mais qui de toute façon était plus audible, était discrédité après la chute de l'Union soviétique. Mais on est passé de l'antimondialisme, qui a duré un petit peu, à l'altermondialisme. Mais l'altermondialisme n'a trouvé aucun écho populaire. Ça ne correspondait pas à une attente populaire de protection immédiate. De dire, voilà, non, c'est plus possible, on refuse. Notre réponse, la réponse de l'altermondialisme qui n'a jamais été la mienne, mais c'était de dire, mais un autre monde est possible. On va pouvoir se mettre d'accord en allant à des sommets à l'autre bout de la planète. Peut-être que dans les décennies à venir, c'est une réponse possible d'avoir comme ça une harmonie universelle. Mais en tout cas, à la demande de protection immédiate, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les ouvriers se prenaient des coups dans la gueule tous les jours. Tu vois? C'était leur boîte qui délocalisait. Et s'ils ne le prenaient pas dans la tronche, c'était la peur qui s'installait. Et dans ces années-là, d'ailleurs, le discours, on va dire, pour le qualifier souverainiste ou protectionniste, que tu sembles porter aujourd'hui, il avait moins la cote qu'il l'a aujourd'hui. Oui, mais moi, depuis plus de 20 ans, quoi, je porte ça. Et justement, on ne comprend pas l'installation du vote Rassemblement national dans un coin industriel comme le mien si on ne voit pas que le Rassemblement national a été le premier à répondre clairement à cette demande de protection économique. Et dans les années 80, c'était les plus libéraux. Tu sais, c'était Thatcher, c'était Reagan, c'était pauvres actionnaires, ils disaient... Voilà. Et à partir du moment où il y a la chute du mur de Berlin, le Rassemblement national change complètement de discours économique et réclame du protectionnisme. Le retour aux frontières, etc. Et du coup, en fait, il se retrouve en adéquation avec une attente populaire profonde à laquelle la gauche n'a pas su répondre. Moi, pourquoi je rejoins Jean-Luc Mélenchon en 2009 ? La première rencontre que j'ai avec lui, tu vois, je te fais une petite anecdote comme ça, on se donne rendez-vous dans un bar, un resto en face de la gare du Nord. Je l'avais croisé parce que j'étais reporter pour Mermet, et j'arrive avec 2 bouquins et une petite lettre. C'est ma manie que tout passe par l'écrit, tu vois. Et les 2 bouquins que j'avais, c'était L'illusion économique d'Emmanuel Todd, parce que très clairement, il y a le protectionnisme à l'intérieur, et Comment les riches détruisent la planète, de Hervé Kempf, parce qu'il y a le lien chez Kempf entre le social et l'écologie. Et finalement... et tu lui offres, c'est ça? Je lui offre les livres, ou je lui recommande, je ne sais plus. Mais, parce que... et donc, voilà.
la nécessité... Et la lettre, tu lui écris une Je lui ai lettre. écrit un courrier pour expliquer pourquoi ces 2 livres-là sont essentiels, à mon avis. Tu vois, je ne sais pas si c'est comme ça, je ne sais pas comment il faut procéder avec des dirigeants politiques, mais avec un combat qui est mené à l'intérieur du parti de gauche pour que le parti de gauche s'approprie l'idée de protectionnisme, l'idée de régulation du libre-échange, enfin, tu vois, d'encadrement de tout ça. Et là, ça a été porté. Ça pourrait l'être davantage. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui a été le plus mis en avant dans la campagne présidentielle. Ça n'a pas été la nécessité de réguler le libre-échange. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité, je ne suis pas là-dessus que tu voulais m'entretenir, mais Non, mais je t'écoute, c'est pour ça. il y a une nécessité de réguler sur le plan social. C'est une évidence sur le plan industriel, tu vois. Sinon, ça déménage à l'autre bout du monde, tu vois. On fait des masques, enfin, on a besoin de masques. On crée des industries qui produisent des masques. Mais en fait, les industries, elles ne tournent pas, même si elles sont subventionnées, parce qu'on importe des masques de Chine à 99%. Mais c'est une nécessité éminemment écologique, parce que ce grand déménagement du monde, il est hyper polluant. Et je pense que c'est au-dessus de tout une nécessité démocratique. Parce que si tu permets, au fond, que les usines, elles se baladent comme elles veulent, que les capitaux se baladent comme ils veulent, que ce soit les porte-conteneurs qui aillent à tout bout de champ sur la planète, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, il n'y a plus de pouvoir démocratique parce qu'il y a la possibilité permanente d'échapper aux règles. Mais sur cette question de l'Europe, d'ailleurs, on sent que c'est un peu le bordel. Vous avez des conceptions très différentes à l'intérieur de la France insoumise, mais aussi au niveau de la NUPS, quoi. On voit bien qu'il y a des gens qui sont, on va dire, plutôt pro-européens, qui veulent changer les choses très doucement. Et à l'opposé, il y a des gens comme toi qui sont... Alors, je ne sais pas, toi, tu n'es pas pour une sortie de l'Europe ou comment? Non, mais je ne pose même pas la question de l'Europe. Aujourd'hui. Ça, faut la poser, parce que si tu remontes à l'origine et tu dis que c'est ce qui a créé le chaos... Non, mais avant même l'acte unique européen, on signe déjà les traités de libre-échange. L'accord multifibre, c'est la France qui le signe. C'est pas l'Europe à l'époque. Ouais. Donc, aujourd'hui, quelle est notre position sur le libre-échange? Parce que moi, à la limite, je ne réclame moins la sortie de l'Europe que la sortie de l'Organisation mondiale du commerce. Ouais. L'Organisation mondiale du commerce, qui d'ailleurs a interdit pendant 1 an qu'il y ait une levée des brevets sur les vaccins pour les pays du Sud. Bon, donc on a fait passer le commerce par-dessus la santé. Donc si tu veux, moi, là où j'aurais envie le plus de me bagarrer, c'est sur l'Organisation mondiale du commerce. Je ne dis pas que ça n'a pas de conséquences sur l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle est libre-échangiste non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais elle est libre-échangiste aussi à l'extérieur. Donc il y a à rediscuter de ça, mais moi je pose la question du libre-échange. Donc évidemment, ça suppose une désobéissance aux règles européennes. Mais... Quand on suit ton parcours, d'ailleurs je découvre que tu rencontres Mélenchon en 2009, c'est vrai qu'on a l'impression que tu es à la fois à l'intérieur du mouvement et en même temps à l'extérieur, quoi. C'est une position qui a l'air un peu compliqué à tenir, quoi. Enfin, Non, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit compliqué. Je pense que ça me convient. Soit ça te convient, mais t'as vu tous les gens. Moi, je pourrais te poser des questions sur ta relation à Mélenchon, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a à la fois de la confiance, parce que tu répètes assez souvent que c'est grâce à lui que la gauche s'est refaite une santé, quoi, et qu'heureusement qu'il est là. Puis en même temps, on sent qu'il y a de la défiance, quoi. D'ailleurs, peut-être plus de sa part que de la tienne. Moi, juste, j'ai pas envie de mettre en cage ma liberté de penser. Je vais pas me poser comme un grand intellectuel et tout ça, mais je veux pouvoir continuer à penser, à m'exprimer librement. Donc, et pour l'instant, on me le permet, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc voilà. Maintenant, la question aujourd'hui pour moi, parce que c'est comme un espèce d'exploit électoral qu'on réussit dans notre coin. J'appelle ça fort à l'amour. J'ai une petite question à te poser. C'est sur je reprends l'histoire de l'OMC là, qui c'est vraiment intéressant. C'est pas un sujet qui est prégnant dans les médias. Enfin, comment ça se passe au sein de la NUPS, mais aussi au sein de la France insoumise, quand tu veux faire passer une idée, une campagne? Tu dis je veux ma liberté de penser, d'agir, etc. Je comprends très bien. Mais sur un sujet aussi important que celui-là, est-ce qu'il y a un bureau politique? Est-ce qu'il y a un organe où tu peux faire passer? Ou est-ce que toi, tu vas... Et pour les 5 ans à venir, c'est très important. Ou est-ce que toi, tu vas continuer à être une sorte de Pygmalion, de type qui... C'est un peu fatigant, d'ailleurs, de chaque fois amener des idées, mais généralement, elles ne sont pas suivies. Enfin, sauf si tu fais des films. Non, il y en a qui sont... Il y a eu pas mal d'idées qui ont été reprises. Mais sur le fonctionnement Alors, il y a des réunions de groupe. Il y a des réunions de groupe. À la réunion de groupe, j'ai posé, là déjà 2 fois depuis le début de la semaine, la nécessité d'aller
se réancrer dans les bourgs populaires, que l'union populaire, puisque ça part de là, quoi. L'union populaire, pour moi, elle n'est réalisée aujourd'hui qu'à demi. Alors, je te prends ma vision, mais qui dure depuis 20 ans, tu vois, c'est pas des choses nouvelles pour moi. Moi, je pense qu'on a constitué un nouveau bloc historique. Le nouveau bloc historique, il est traversé par 2 divorces. Le premier, c'est un divorce entre les classes intermédiaires et les classes populaires. Ça date pour moi des années 80. La mondialisation trace un filet coupé de beurre entre vainqueurs et vaincus. Les vaincus, les ouvriers, entre autres, ils voient leur taux de chômage multiplié par 4 très rapidement pour les non qualifiés, tandis que les professions intermédiaires, ça stagne. Donc, tu as un rapport à la mondialisation qui est complètement différent. Donc, alors qu'en 1981, c'est 74% des ouvriers qui votent pour François Mitterrand et les profs. Donc, il faut réussir à tenir, en gros, les profs et les proles, tu vois. Mais à l'intérieur du populaire, tu as un autre divorce. Tu as un divorce, on va le dire comme ça, entre les Blancs du rural, des bourgs, hors des métropoles, et les enfants d'immigrés des quartiers. Ça se regarde en chien de faïence. Et nous, et ça vote pas pareil. Et ça s'abstient beaucoup dans les... Ça s'abstient, ou alors ça vote RN pour l'un, ça vote Mélenchon pour l'autre. Et nous, on a la nécessité, pour moi, de constituer un nouveau bloc historique qui permette de faire tenir le populaire avec l'intermédiaire. Et à l'intérieur de... François, quand tu dis nous, tu dis France Insoumise ou tu penses à la... Moi, je pense à la gauche. Si tu veux, Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui... Parce que Mélenchon, il a tenté une sonde là, récemment en disant il faut qu'on constitue un seul groupe. Toi, tu penses qu'à terme, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe parce qu'il y a très peu de différence entre vous, ou tu penses qu'il faut continuer à avoir des groupes séparés? Moi, si je ne veux pas sombrer dans le crétinisme parlementaire, comme dirait Marx, parce qu'on m'a dit quand tu dis crétin et puis tout ça, on ne sait pas de où ça vient. Oui. Donc voilà. Et être trop concentré sur ce qui se passe à l'Assemblée, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la vie, dehors, quoi. Et donc, moi, je dis la gauche, en général. Donc, la gauche, il faut qu'elle trouve le moyen de réunir, et quelle que soit l'étiquette qui est portée par ça, de réunir les quartiers populaires et les bourgs populaires, la France périphérique, les France des Gilets jaunes, les France des ronds-points, tu vois. Et donc, là, aujourd'hui, il y a un divorce à l'intérieur de ça. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'un, je dis qu'il faut gagner l'autre. Voilà, l'enjeu. Je crois qu'on n'arrivera pas à être majoritaire dans le pays demain, à franchir le cap du premier tour, mais même à gagner au deuxième tour, à s'installer dans au moins la moitié des circonscriptions du pays, à ne pas être isolé politiquement, si jamais on ne rassemble pas quartiers populaires et les France périphériques populaires. Voilà l'enjeu. Donc, c'est comment... Après, moi, je viens en demandant qu'il y ait un diagnostic partagé. Est-ce que à la France Insoumise, dans les autres partis de gauche, on considère que c'est bien là qu'il faut qu'on effectue un travail pour qu'on retrouve les gens avec nous dans la durée, sachant que c'est 40 ans d'abandon qu'on paye, tu vois, parce que finalement, quand est paru le rapport Terra Nova, je ne sais pas si tu te souviens, en 2011, il y a le rapport Terra Nova qui paraît et qui dit... Qui veut abandonner... Qui dit, finalement, reconquérir la France ouvrière, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver, elle est attachée au Rassemblement national, et puis sinon, il faudrait du protectionnisme. Ça ne nous va pas. Donc, il faut qu'on se concentre sur d'autres secteurs, les quartiers, les jeunes diplômés, les femmes. Enfin, bon, voilà. Mais à la limite, moi, j'étais soulagé quand j'ai lu le rapport de Terra Nova. Au moins, ça éclaircit. C'était dit. Ça faisait 30 ans que c'était fait, mais maintenant, au moins, on le disait. Et le fait qu'on le disait, ça a jeté une pierre dans la mare, tu vois, et puis ça commençait à discuter, est-ce que c'est vraiment ça la stratégie? Donc, aujourd'hui, il faut rassembler, trouver le chemin. Donc, moi, je pose du diagnostic. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a un souci là? Et tu sais, je discute avec les députés, et même les députés qui sont issus de coins où il y a eu du monde qui a voté Mélenchon et qui se retrouvent à l'Assemblée en ayant 2 dans leur département, parce qu'il n'y a pas que l'Île-de-France, là, quand même, qui envoie des députés France Insoumise et NUP à l'Assemblée. Eux-mêmes, ils se disent, mais bon sang, le Rassemblement national, qui faisait des scores minables jusqu'à maintenant, il a dépassé les 20%, et sans même faire campagne, mais en claquant des doigts, on a un souci. Donc, est-ce qu'il y a un diagnostic partagé sur le fait que cette France-là, il ne faut pas l'abandonner, il nous faut au contraire nous la reconquérir, ou bien pas? Et à ce moment-là, c'est ce que je dis, je vais me retrouver dans un espèce de Fort Alamo, à essayer de tenir ma petite circonscription localement, mais en n'ayant pas un discours national qui me permet d'avancer en étant en phase avec des attentes populaires. Oui, c'est vrai, tu parles de Fort Alamo. Là, j'ai lu ça dans l'interview que tu as fait au Monde. Tu dis que tu es Fort Alamo.
Évidemment, les gens te posent la question pour savoir s'il peut y avoir une scission entre toi et Mélenchon, si tu as des ambitions de ce type-là. Et toi, c'est un peu ambigu, enfin, c'est pas ambigu ta réponse, mais j'aimerais que tu explicites un peu mieux ce que tu entends par moi, je veux bien y aller, mais j'irai pas seul, il faut associer beaucoup de monde, etc. Et tu ajoutes aussi que c'est une nécessité d'y aller. D'y aller, on a l'impression, alors peut-être je me trompe en filigrane de ça, que c'est comme si est-ce que c'est une sorte d'ultimatum que tu poses, mais sans être très violent, mais tu dis, si j'arrive pas à me faire entendre sur ce combat-là, je vais agglomérer autour de moi, autour de nous, parce que t'es pas une âme de leader maximo, enfin moi qui te connais, je le sais, des gens, des intellectuels, pour créer un mouvement. C'est pas ça que ça veut dire. Non, et je pense que même le journaliste du Monde, il n'y a aucun sous-entendu de cette nature-là. Donc tu lis vraiment entre des lignes qui, pour moi, sont pas celles-là. C'est juste, moi, je veux bien, je veux dire, je sais que le travail de reprendre pied là-dedans, c'est pas l'œuvre d'un homme isolé. Ça suppose une division d'un travail politique avec des intuitions que je peux avoir. Ça fait 20 ans que j'essaie de faire ça. Mais avec des intellectuels, des géographes, des sociologues, des politistes qui bossent sur ces questions-là et qui nous disent, voilà, qu'est-ce qui se passe en souterrain, avec des élus qui essayent de faire passer du discours et voient qu'est-ce qui marche pas. Enfin, tu comprends ? Et avec des militants, ou là où il nous en reste. Donc c'est comme un think tank que tu voudrais créer ? Non, mais moi, je demande à ce que la gauche, et tu vois, dans sa diversité, se mette en dynamique de ses intellectuels jusqu'à ses militants pour dire, oui, c'est une priorité qu'on doit se fixer pour les prochaines années. Voilà. Soit, est-ce qu'on se dit que c'est une priorité, ou bien, finalement, est-ce que sur la carte de France, il y a quelques circonscriptions qui vont tenir en rouge parce qu'il y aura des personnalités, parce qu'il y aura des exceptions qui seront faites à une règle Rassemblement national. Tu comprends ce que dans des coins comme le nôtre, hein, c'est pas la France du Sud-Ouest, c'est pas la Bretagne, tu vois, où là il y a toujours pas d'installation de députés RN là-bas, quoi. Et quand au soir du second tour, quand le camembert est apparu avec une gauche un peu plus réduite que peut-être ce qu'on imaginait et un RN un peu plus grand, toi, c'était quoi ton sentiment intime ? Tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit... Moi, je me dis, le front de la Somme, il a cédé, tu vois, pour reprendre les références à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que presque, ce qui me paraissait une surprise jusqu'alors, c'est comment ça se fait qu'il y avait des députés RN dans le Pas-de-Calais, et alors qu'en 2002, c'est l'Aisne, il me semble, qui avait voté le plus pour Jean-Marie Le Pen. Comment ça se fait que pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas réussi à s'installer dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Somme, chez nous ? Bon, ben voilà, là, le front, il a cédé, et il y a une avancée et une installation. Donc voilà ce que je ressens. Mais à la limite, la surprise, elle est plus que ça ait tenu jusque-là. Et tu as vu l'allocution rapide d'Emmanuel Macron, le bilan qu'il a fait à la télévision, là, son allocution de 10 minutes. Est-ce que ça t'a surpris ? Enfin, dans quelle direction il va ? Comment tu vois la chose ? Je veux dire, il dit qu'il a été élu sur un projet clair. Non. Vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Il ne comprend pas où il habite, là. Dans la Somme, je suis désolé d'être picardo-centré, mais tu vois, ces candidats n'arrivent pas à passer dans la moitié des circonscriptions au deuxième tour. Non, même pas gagner. Donc ça veut dire qu'il y a des territoires entiers qui sont dans le rejet de ça. Moi, il y a autre chose qui m'apparaît depuis dimanche soir, c'est le jeu de sourire entre les macronistes et Le Pen, quoi. Tu vois, même quand Éric Woerth, qui est un néo-macroniste, dit « ce serait quand même beaucoup mieux qu'on donne la commission des finances au Rassemblement national plutôt qu'à la France insoumise, parce que la France insoumise va vouloir faire du contrôle fiscal », tout est dit. C'est quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, au fond, la société, c'est pas seulement l'hémicycle qui est bloqué, c'est la société est bloquée. Elle est bloquée parce que le projet libéral, il n'est plus majoritaire dans le pays. Il est plus majoritaire depuis longtemps. On le sait au moins depuis 2005, puisque 55% des Français ont voté non au traité constitutionnel européen et 80% des ouvriers. Mais depuis 2005, ils passent en fait leur projet sans le démos, voire contre le démos. Et le dernier mandat d'Emmanuel Macron est permis grâce à une Assemblée nationale qui n'est pas du tout représentative du pays, mais où par ailleurs, quand ça coince dans le pays, on y va par la force de coercition. Et les gilets jaunes, à la place de trouver un compromis social avec eux, qu'est-ce qu'on fait ? On les écrase, on les éborgne, on leur envoie la police, on leur offre le blabla du grand débat, mais
on voit bien qu'il y a un blocage énorme sur le projet libéral. Aujourd'hui, il y a l'évidence que ce projet, il est minoritaire. Donc, en fait, et je ne prétends pas que notre projet le soit, je pense qu'il y a aujourd'hui la concurrence entre 3 projets qui n'ont pour aucun une majorité dans le pays. Il y a le projet national autoritaire, il y a le projet libéral et il y a le projet social-écologique, pour les caractériser comme ça, quoi. Comment ça peut se débloquer? Ça peut se débloquer parce que nous, on trouve une majorité par la reconquête des classes populaires. Après, il faudra discuter quel chemin on doit prendre pour ça. Et on les réunifie, on réussit une véritable union populaire. Et c'est la sortie de gauche et c'est la sortie optimiste. Mais on voit se dessiner, pour le maintien du système, l'autre sortie. C'est qu'au fond, il n'y a pas d'incompatibilité sur le terrain économique et social entre le programme de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron. Tu sais que je suis un grand spécialiste du programme économique du Front National. Me suis tapé des heures et des journées à la Bibliothèque nationale de France pour retrouver les tracts du Front National depuis sa fondation. Et donc, j'ai étudié tous les programmes économiques. Tu regardes dans le dernier projet présidentiel de Marine Le Pen, il n'y a pas firme. Le mot firme n'existe pas. Il n'y a pas le mot dividende. Il n'y a pas le mot actionnaire. Enfin, il n'y a pas paradis fiscaux non plus. Il n'y a pas partage. Si tu veux, la logique de partage, elle est inexistante du projet du Rassemblement national. Il n'y a pas de division sociale entre les riches et les pauvres, ou entre les travailleurs et les actionnaires. Ce que tu vois venir, toi, c'est un accord RN République En Marche. Je ne te dis pas que ça va être un accord qui va être passé comme ça. Non, mais mais même, c'est qu'est-ce qui peut se passer pour le système dans les profondeurs du pays pour qu'il maintienne, que le capital, en gros, maintienne son pouvoir. Au fond, on peut très bien se retrouver avec un projet libéral autoritaire. Voilà, en gros, le chemin qui me paraît possible. Donc, je t'ai parlé du chemin radieux, enfin, du moins plus optimiste, et le chemin de maintien du système. On réintègre le Rassemblement national à l'intérieur du jeu. Finalement, les choses sont possibles avec eux. Ils sont bien dans l'arc républicain. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être un parfait partenaire pour poursuivre en gros le même projet sur les fondamentaux, quoi. Concernant LR, parce qu'on aurait pu penser qu'un accord République En Marche LR aurait été envisageable, mais là le signe envoyé par les députés LR à la Macronie est quand même pas terrible pour Macron, puisqu'ils ont élu Marlex, qui lui est un opposant connu à Emmanuel Macron, qui s'est engagé sur les combats anticorruption, qui s'est engagé sur tous ces problèmes de désindustrialisation. Notamment sur Alstom. Et sur Alstom. Et donc, il y a finalement plus de proximité aujourd'hui avec l'élection de cet homme avec la gauche qu'avec la Macronie, avec l'extrême droite, quoi. Mais je pense qu'il y a une conscience. Moi, tu sais, par exemple, au deuxième tour, les macronistes, ils n'ont pas appelé à voter pour moi, le candidat qui était éliminé au premier tour. Il a dit non, tout ça, c'est pareil. Mais au fond, pour moi, c'était une bonne nouvelle. T'imagines, les macronistes qui appellent à voter pour moi, c'est le baiser de la mort. Et je suis pas sûr. Ah mais si, parce que dans mon coin, dans mon coin. Et au fond, je pense. Oui, c'est vrai, parce que je vois ce que tu veux dire. Et je pense que aussi aujourd'hui, il y a une conscience dans les forces politiques du pays que qui est touché par Macron chope la lèpre. Tu vois ? Et je veux dire, il est désavoué quand même dans les classes populaires du pays de manière massive. Il trouve une majorité au raccro comme ça. Bon, et donc c'est être contaminé par un désaveu. Ceci étant, je ne sais pas si on avait des sondages, je crois, IFOP, vers 19h30, qui donnaient encore la coalition de gauche à 189 députés. Il y a eu, je crois, 62 combats entre RN et NUPS, et qui ont été majoritairement perdus par NUPS. Enfin, ça a basculé, et généralement de très très peu, quoi. Mais, pour moi, ça dit quelque chose sur l'idée que finalement, il peut y avoir une proximité sur le fond économique et sur le fond social, on va l'avoir, je veux dire, il va falloir que nous, on ait un espèce de judo qui prenne ça comme une chance, et que, tu vois, là, Marine Le Pen, elle devait devenir pas seulement la bonne élève de l'Assemblée, parce qu'elle a quand même été une cancre pendant 5 ans, on ne l'a pas vue à l'Assemblée. Je rappelle son bilan sur les retraites. Ah non, c'est horrible. Ouais. Elle a prononcé 7 mots en 2 mois de débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Bon, je dis toujours, moi j'en ai prononcé plus de 7000. Mais donc là, elle se veut bonne élève de l'Assemblée, mais des moments, tu te demandes si elle n'est pas en train de devenir la bonne élève de la Macronie. C'est-à-dire, pour être réintégrée dans le système, ne plus heurter le système économique. Voilà. Donc ça, il va falloir que nous, on ait
on montre tous les signes de ce rapprochement, comment le dégagisme peut dégager aussi le Rassemblement national. Tu comprends En tout cas, ça, comment dire, le combat risque de se précipiter, puisque apparemment, quand on écoute Emmanuel Macron, on peut sans trop se tromper dire que ça va tenir l'été, la rentrée de septembre, avec sans doute Elisabeth Borne, puisqu'il a refusé sa démission, et il va y avoir à un moment donné, c'est un vœu pieux de faire des projets de loi en espérant des accords au coup par coup. Et donc, on va arriver, sans être trop devin, on peut se dire il va y avoir des gros affrontements, ça va se passer là-bas, et puis à un moment donné, ça va dissoudre. Donc, il faut se tenir prêt dans une échéance qui peut être même à la rentrée, quoi, octobre, novembre, si ça bloque. On verra bien, mais quelle peut être l'autre hypothèse? J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là. Moi, je reste concentré sur mon truc. C'est comment, je ne suis pas une exception dans le paysage. Non, mais ça a une incidence, parce que ça veut dire que ce que tu dis, labourer le terrain, réussir à reparler aux ouvriers, mais avant de labourer si vous ne le faites pas vite... moi je veux le faire vite, c'est pour ça que je bats le faire maintenant. Mais avant de labourer le terrain, il faut savoir ce qu'on a à dire. Quelle est la ligne qu'on développe pour être en phase avec des attentes populaires, tu vois? Et si jamais, parce qu'on ne peut pas envoyer les gens à la castagne avec des petites cuillères qui ne sont pas tordues dans le bon sens en plus. Donc, ça veut dire que la ligne nationale, si on veut une reconquête de cette France populaire-là, elle doit être en phase avec des attentes populaires profondes, quoi. Alors toi, sur des questions, on va dire, de politique plus générale, tout à l'heure, je t'ai interrogé sur l'Europe. Personne n'est vraiment clair sur la sortie de l'Europe ou pas la sortie de l'Europe. Si je dis que tu es souverainiste, est-ce que le mot te convient ou pas? Écoute, en tout cas, la souveraineté populaire, normalement, c'est une fierté depuis la Révolution française. D'accord. Donc, où est la souveraineté? Elle est dans le peuple. Elle est dans le peuple français. Elle n'est pas à la Commission européenne. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je pense que ce n'est pas la question centrale qui est à poser. Tu vois, aujourd'hui, je pense, ma campagne me l'a confirmé. Je veux dire, j'ai eu plusieurs alertes dans ma campagne qui me montraient que notre discours n'était pas forcément en phase avec les gens. Je te donne 2 exemples. Quand je parle d'écologie, les gens disent « non, on ne veut pas entendre parler de ça ». Pourquoi? Parce que pour eux, l'écologie, ça va être de devoir changer sa cuve à fioul, ça va être de devoir changer sa voiture alors qu'elle roule encore très bien. Donc, il faut absolument qu'on montre en quoi l'écologie est populaire, en quoi l'écologie, c'est peut-être d'abord de taper ceux qui sont les plus gros pollueurs, et on sait que les 10% les plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre. Enfin, il y a une nécessité de ça. Et deuxième alerte, pour moi, c'est mais nous, comme on travaille, nous, on n'a droit à rien. Donc, la réévaluation. Je veux dire, c'est là où Marine Le Pen, elle fait mouche. Il faut bien comprendre ça. Marine Le Pen, quand tu lis son programme, il y a 2 adversaires sociaux. Il y a les étrangers et les assistés. Et les gens qui travaillent, ils ne voient pas, tu vois, Jeff Bezos, j'ai toujours, tu peux compter avec moi jusque 3. 1, 2, 3, 10 000 euros pour Jeff Bezos, qui ne paye pas ses impôts en France, alors que le boulanger du coin les paye. Bon, mais eux, ils ne voient pas le yacht de Jeff Bezos qui n'arrive pas à passer sous le pont de Rotterdam. Donc, la comparaison du juste et de l'injuste, elle se fait entre moi qui travaille et l'assisté qui a le droit au RSA, qui a le droit aux allocs, qui va avoir là des primes, des chèques alimentaires et ainsi de suite, alors que moi, j'ai droit à rien. Ça veut dire qu'il vous faut un programme de proposition de loi à l'Assemblée très vite, qui soit des marqueurs importants à gauche et qui amène une adhésion populaire. C'est un peu ça l'idée. Mais je pense que du coup, ça me fait réfléchir à 2 choses, cette réaction-là, qui est une réaction massive. Et je pense que c'est un point où Marine Le Pen gagne, tu vois, parce que ça répond à... évidemment, moi, immédiatement, je réponds sur les vrais assistés, ils sont en haut, mais il faut comprendre que ce n'est pas pleinement audible. Je pense qu'il nous faut poser des progrès qui soient universels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la gauche a porté des progrès universels dans l'histoire. L'école, elle est libre et gratuite pour tous. Elle est gratuite pour tous, laïque, pour tous, tu vois? C'est-à-dire, tu ne regardes pas si la personne, elle est riche ou si la personne, elle est pauvre, c'est gratuit pour tous. La sécurité sociale, c'est pas en fonction de ton niveau de revenu, de ce que c'est pour tous. Les retraites, c'est pour tous. Et je pense qu'on doit porter des progrès qui ne soient pas des progrès de « Ah, bah toi, tu es en dessous de 700 euros, donc tu y auras droit, mais toi, tu es au-dessus de 1200, donc tu n'y auras pas droit. » Je pense que là, ça fait faire un tri. Et alors, la deuxième chose, c'est on doit être la force de la valeur du travail.
quand j'entends des gens, et j'en ai eu plusieurs, qui me disent « moi, je ne peux pas voter à gauche, je suis pour le travail ». Ça veut dire qu'on a un très, très gros souci, parce que normalement, le travail, c'est nous. Les travailleurs, c'est nous. Donc, c'est comment on montre que nous, on pense que l'individu se construit dans la société, il existe pour eux, pour les autres, on existe parce qu'on a. On peut exister par son essence, parce qu'on est, mais on existe aussi par ce qu'on fait et ce qu'on fait collectivement. Mais alors, sur des sujets... Nous, on a, franchement, j'insiste, la valeur du travail. Non, mais j'entends. Et le fait que c'est ceux en face qui disent la valeur travail, qui ont cassé le travail, qui l'ont dévalorisé parce qu'on n'arrive plus à vivre de son travail, parce qu'on a des temps partiels, parce qu'on alterne chômage et intérim, parce qu'on a des contrats d'auto-entrepreneurs qui lèvent pas de droits pour la retraite, la sécu, le chômage. Et donc, il faut qu'on arrive à renverser la balance, à mon avis, centralement sur cette question du travail en disant nous sommes les défenseurs du travail, nous allons lier le travail à du statut du revenu et la société écologique qu'on propose pour demain, c'est une société où il y a du travail à l'intérieur parce que, par exemple, refaire les canalisations, c'est du travail, parce que l'agriculture qu'on va avoir, c'est une agriculture où il y a du travail et ça sera un travail correctement rémunéré. Non, mais ça, je comprends, mais où elle gagne aussi beaucoup de points, c'est non seulement sur la question européenne, où elles sont plutôt... Là, elle a un tout petit peu évolué, mais leur truc, c'est de dire qu'il faut sortir de l'Europe, il faut fermer les frontières, etc. Elle a un petit peu bougé là-dessus. Mais donc, vous, la gauche, c'est pas très clair. Enfin, en tout cas, et ça reste un peu... Mais on va pas... Non, je sais. Mais je pense qu'en plus, c'est pas là-dessus. Les directives européennes qui sont supérieures aux lois françaises, ça pose quand même un réel problème. Oui, mais de toute façon, là, nous, on est pour la désobéissance, donc ça pose pas de souci. Je sais, mais c'est mieux de le dire que, voilà, tu l'as dit, donc ça va. Mais alors, maintenant, sur les questions où il gagne beaucoup de points, parce que c'est... Si tu veux, je vais te dire ma vision de l'Europe, puisque tu as l'air d'insister là-dessus. Mais non, vas-y. Je te le dis. Je repars de François Hollande élu en 2012. À ce moment-là, il a dit qu'il ne prenait pas le pacte Sarkozy-Merkel. Que devait faire François Hollande à l'époque, en 2012, pour moi? Il devait faire une tournée des capitales de l'Europe du Sud et rencontrer à la fois les peuples et les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on avait une Grèce, évidemment, en souffrance, mais l'Italie aussi, mais le Portugal aussi, mais l'Espagne aussi. Et donc, il avait le moyen d'être le leader de l'Europe du Sud, de porter la contradiction sur ce qu'est l'Europe, aller la porter non pas seule, mais renforcée. Et à la place de ça, il est allé voir Merkel et il a fait signer une reddition en se voulant le bon élève. Tu comprends? Et moi, ma vision aujourd'hui de l'Europe, outre le fait qu'il y a des obéissances nécessaires et ainsi de suite, mais c'est qu'on doit être parce qu'on va se remettre à souffrir. Si l'Europe, là, elle est sur le derrière de la scène. Pourquoi l'Europe est sur le derrière de la scène? Parce qu'au fond, elle a ouvert le carnet de chèques. Donc là, l'Europe n'est pas l'obstacle en ce moment sur plein de thèmes. Parce qu'elle n'est pas austéritaire. Mais il y a un grand risque qu'elle redevienne. D'ailleurs, c'est le programme caché d'Emmanuel Macron, le programme de stabilité qu'il a envoyé à Bruxelles, où il dit qu'il va réduire les dépenses publiques de 80 milliards d'euros. Enfin bon, mais là, si ça redevient ça, on va avoir à nouveau des peuples du Sud, et peut-être pas seulement eux, qui vont se retrouver en souffrance. On doit être le leader de ça. Voilà. Il s'est mal barré avec Macron, en tout cas. Oui, non, c'est pas lui. Je veux dire. Mais alors, il y a donc les questions aussi où elle a le vent en poupe, c'est évidemment le grand remplacement, l'islam, l'immigration, etc. Toi, quand tu es interrogé là-dessus, est-ce que comment ça se passe? Tu leur réponds quoi aux gens qui votent RN dans ton département? Mais je vais te dire la vérité, c'est que ces thèmes ne sont pas abordés. Le pire, et c'est presque pire pour nous, c'est de se dire que là, Marine Le Pen, dans mon coin, je connais le RN du Nord, tu vois, je connais moins le RN du Sud, voire je ne le connais pas du tout. Mais dans le RN du Nord, ce n'est pas ces thèmes-là qui sont abordés. Et c'est presque pire pour nous, parce que ça veut dire que non seulement elle gagne, mais elle gagne sur nos thèmes, qui sont les thèmes sociaux. Alors moi, après, quand j'étais sur le parking de Whirlpool, mais même encore quand on m'interroge, je dis, mais attendez, est-ce que ceux qui vous ont fait perdre votre boulot, c'est les réfugiés et les assistés, parce que souvent ça va ensemble, ou bien est-ce que c'est les actionnaires, est-ce que c'est le PDG de Whirlpool? Enfin voilà, donc en fait, je pense que l'enjeu pour nous, c'est de repartir du conflit de classe. En fait, c'est de redéfinir le juste et l'injuste. Alors, tu m'as pas vu faire, mon speech en bas de tous les immeubles, c'était, mais alors vous, est-ce que votre salaire, il a triplé? Oui. Madame, là-haut, non, mais vous êtes fou, pourquoi vous me dites ça? Vous, votre retraite, monsieur, vous êtes à la retraite, oui, ça a bien triplé. Non, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, pourquoi? Parce que, je leur disais, mais les grandes fortunes, elles ont triplé pendant ce temps-là, en 5 ans de Macron. Et donc, là, tu repars sur une base de gauche, c'est-à-dire la base du partage.
Les richesses existent et il s'agit de les partager. Justement, sur un sujet comme celui-là, prenons la fiscalité ou l'ISF. Si un parti de gauche, ou même on peut imaginer le RN ou LR, il y a peut-être une majorité qui peut se dessiner contre la Macronie, pour pousser des projets de loi comme ça. En tout cas, l'impôt de solidarité sur la fortune ou faire payer les riches, tu vois, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est pas du tout dans le programme du Rassemblement national. Non, mais je sais. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est que tu vois là, sur ce point-là, par exemple, qu'il peut très bien y avoir une convergence entre le projet libéral et le projet national. Et c'est pas un hasard. Et dis-moi, ça c'est une question plus personnelle, est-ce qu'il y a des moments où, parce que là tu es reparti au combat et tu l'as gagné, mais tu as eu des moments de doute pendant ton mandat en te disant, parce que c'est quand même assez harassant, et tu es quand même quelqu'un qui aime lire, qui aime écrire, etc. Et tu étais peut-être parfois dans la frustration de ne pas le faire, ou est-ce que tu n'as jamais douté et tu es reparti sans te... Je doute tous les matins. Non, mais c'est à peu près vrai. Ouais. Non, évidemment, mais maintenant, j'ai quand même beaucoup écrit, y compris pendant mon mandat. Ah bah ouais, t'as été un staccanoviste, t'as fait des films. Voilà, donc je peux pas dire... j'essaye de toujours avoir des temps de retrait pour pas devenir con. Je sais que l'Assemblée nationale est une machine à devenir con, tu vois, parce que tu peux être en mode vibrant, tu dois aller d'une commission à un machin, t'interviens, il y a des amendements dans tous les sens, et donc t'es dans une espèce d'urgence permanente qui empêche la pensée, en fin de compte. Et puis l'autre erreur, c'est ce truc-là. Je veux dire, c'est les fils Telegram, c'est les machins, les trucs. Donc, j'essaye et j'arrive à avoir des temps de retrait où je me mets hors du fleuve, quoi, qui roule. Tu vois, avant de venir te voir et même avant de faire ma séquence, là, j'ai écrit un texte de 10 pages que je n'ai pas publié, mais j'ai écrit un texte de 10 pages pour me demander, mais qu'est-ce que je pense ? Alors, il y a des trucs qui s'ajoutent. Tu vois, tous ces rapprochements cette semaine entre la Macronie et le RN, les petits coucous et tout ça, me font réfléchir. Je vais devoir réécrire un texte de 10 pages. Non, mais c'est... Moi, il n'y a pas eu vraiment de déclaration publique, à part celle de Woerth, mais en face, au niveau du RN, on sent qu'il y a un ramollissement du discours, mais il n'y a pas... en tout cas, moi, je n'ai peut-être pas suivi aussi bien que toi l'actualité, mais à part Woerth, il y a des choses comme ça qui t'ont marqué ? Quand elle dit, du côté Renaissance, il faut habituer à appeler les autres... Tu sais, c'est comme dans les filiales qui changent toujours de nom, quoi. Du côté marcheur, là. Ça s'appelle Ensemble. Ah oui, c'est vrai, c'est même plus Renaissance. Et d'ailleurs, ils ont piqué le nom à un groupe de gauche et à un procès qui va venir. Bon, mais... Et Renaissance, c'est... Si, c'était... Renaissance, et pourquoi Ensemble aussi, hein ? J'en sais rien. Bon, laisse tomber, on s'en fout. Mais si, il y a eu des déclarations d'Olivia Grégoire, d'un certain nombre de trucs, qui disaient, voilà, on va travailler avec tout le monde, avec le Rassemblement national. Elle a l'air redoutable. En termes de communication, cette jeune femme-là, elle est assez forte, quoi, beaucoup plus qu'Attal, je trouve. Et puis, t'as du côté Rassemblement national, c'était la seule opposition à Macron, hein, quand même, leur slogan. Hein. Donc, ça allait taper du poing sur la table, on serait contre tout le monde. Nous voilà dans une opposition constructive. Tu vois, ça y est. Donc, à la limite, on peut regarder le fait qu'ils se mettent à sourire à l'establishment comme étant une chance pour nous aussi. Donc, tous ces moments-là, il faut les choper, les garder et dire, c'est ça votre opposition ? Ça va être une opposition en carton-pâte ou bien vous allez y aller vraiment ? Et ça veut dire que ce qui se dessine quand même, c'est la commission des finances pour eux. Écoute, surtout que les macronistes, ils ont décidé de leur donner. Parce que sinon, il n'y a pas de logique. Mais on est sûr de ça ? Parce qu'il y en a quand même on va bien voir. Mais alors, autrement, oui, je me posais la question de... Parce que, mais tu vois, c'est je reste... Moi, mon truc, c'est un épiphénomène. Hein. Pour convaincre les gens de chez moi, ça ne va pas être qui a la commission des finances qui va être le point déterminant. Non, mais ce serait quand même plus intéressant que ce soit quelqu'un de gauche qui soit les commissions des finances. Je préférerais aussi. Freiner des questions fiscales. C'est vraiment évidemment. Très important. Quoi. Mais à la limite, si jamais c'est le RN qui l'a, on verra la ligne qui est défendue. Je dis juste qu'on est dans un espèce de judo et que les événements, quand ils existent, il faut qu'on trouve le chemin pour les retourner en notre faveur, même quand on n'est pas les plus forts. Après, ça peut être LR aussi, même s'ils ne sont pas majoritaires. Ouais, je sais pas. Moi, c'est pas mon... Non, et par rapport à... quand tu
tu as beaucoup existé sur ces 5 dernières années parce que tu étais très présent à l'Assemblée, on t'a beaucoup vu, mais vous étiez très peu nombreux. Vous étiez 17, là, vous allez être 140. Comment ça se passe, la distribution de parole? Comment vous allez vous organiser? On va voir ça. Mais non, tu vas être visiblement moins présent, non? Oui, je veux dire, du coup, faut regarder c'est comme le judo, il faut regarder le côté positif des choses. C'est que quand même, il fallait siéger très, très, très souvent pour que tous les textes soient suivis. Là, on pourra avoir une répartition des rôles qui fera qu'on aura moins à être présent en permanence. Parce que quand les gens ils me disent, dans les critiques des gens sur les députés, il y a plein de critiques à faire. C'est que déjà, à quoi tu sers? Parce que les lois, elles étaient en enregistrement automatique par une majorité pléthorique, donc tu ne servais pas à grand-chose. Là, on va déjà avoir 5 années où ça va débattre davantage, quoi. Mais c'est plus excitant. Ça. Ouais, ça va être plus marrant. Déjà, en allant dans l'hémicycle tout à l'heure, parce qu'il y avait la photo, je me suis dit, d'habitude, on était dans le corner, et là, les huissiers étaient en train de dire, bon, voilà, vous serez sur tous ces bancs-là et tout ça. Je dis, putain, on s'approche, on entre dans la surface de réparation, bientôt, ouais. on sera au point de pénalty. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, l'autre truc, c'est de transformer ça en positif. Il y aura moins besoin d'être sur tous les textes. Et donc, je vais avoir plus de temps pour réfléchir, pour écrire, pour faire des choses en dehors. Tu vas refaire des films? J'espère, mais ça, j'ai envie. Mais après, il faut la bonne histoire. Bien sûr. Non, mais c'est pas un thème, c'est une histoire, un film, pour moi. Écoute, ça donnera l'occasion de revenir, quoi. En tout cas, j'étais ravi de faire cette petite conversation. Il y a des choses... Non, ça va, on a fait non, sûr. C'est comment reconquérir les classes populaires, tu vois. Donc, je dis, pour moi, il faut placer... J'aurai récapitulatif de fin d'émission. Non, les pistes que je lance, moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait un diagnostic. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on est à la peine dans ces coins-là et cette classe-là, en gros. Ensuite, quels sont les thèmes pour y parvenir, ou les axes? Pour moi, c'est sur le conflit du juste et de l'injuste, de l'ultra-riche contre les gens moyens, et beaucoup sur le travail, par exemple les travailleurs de la deuxième ligne, tu sais, 4,6 millions de travailleurs. Donc au féminin, c'est les femmes de mon film, c'est auxiliaire de vie, aide à domicile, agent d'entretien, mais au masculin, c'est cariste. Tu vois, dans aucun moment dans la campagne, on a parlé de la logistique. La logistique, j'ai des entrepôts de logistique partout. La Picardie est en train de devenir le hangar de l'Europe, et c'est pas posé en question. Il faut que, quelque part, et ça, c'est tous ces travailleurs-là, on a regardé, c'est à la fois des travailleurs qui sont dits essentiels, tout comme les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, et qui pourtant sont sous le SMIC bien souvent. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période d'alternance entre intérim et chômage, ou alors c'est des temps partiels qui sont des temps partiels contraints. Donc là, je pense que placer de manière centrale le travail, on travaille, on doit pouvoir vivre de son travail. Mais toi, tu penses plus que cette extrême pauvreté qui fait qu'on peut plus... Tu parlais de fraises à ses enfants, mais... Ça, c'est pas l'extrême pauvreté. Hein. Non, mais je sais. Mais il y a une extrême pauvreté, c'est ce que j'allais dire, où on n'a même plus de quoi bouffer. Les mômes prennent un repas par jour, les parents se privent, etc. Et on est quand même dans une paupérisation. Enfin, moi, comme toi, j'habite en province. Mais ça a généré le mouvement des Gilets jaunes. Et là, si tu veux, le pays va être dans une zone de blocage. L'essence est maintenant à 2,20 €. Enfin, il y a un moment donné où on va être en état je dis on, collectivement, le pays, de suffocation, quoi. Et si l'Assemblée fait pas les bonnes lois, etc., ça peut à nouveau se finir dans la rue. Moi, je le souhaite, hein. Il n'y a pas d'illusion à ça. Oui, je souhaite que ça passe par les urnes et par la rue. Donc, s'il y a un nouveau mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de doute que j'en serai. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Parce que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas dû seulement au prix de l'essence à l'époque, hein, parce que sinon, là, il y aurait 10 millions de personnes dans la rue. Il est dû aussi au comportement d'Emmanuel Macron. Ça s'est centralisé sur un homme qui a touché à l'orgueil, à la fierté des gens, en les traitant de gens qui ne savent rien, de chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue, de Gaulois réfractaires. D'ailleurs, tu étais un des premiers à parler de haine à son égard dans ta tribune du Monde, et tout le monde t'avait traité Enfin, c'était très étrange, puisque ça semblait anachronique. Et en fait, avec le recul, on se dit que tu n'étais pas très loin de... C'était déjà là, il y avait déjà une fracture entre Macron et les classes populaires qui ne connaissaient pas et qui le méprisaient. Et donc là, qu'est-ce qui serait l'étincelle ? J'en sais rien. Mais tu vois, tu dis Total, puisqu'on est sur Marine Le Pen, c'est toujours pareil. Hein. Total, sur les 3 premiers mois de l'année, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices. C'est le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui s'augmente de 52%. Et tu n'as pas Macron qui dit un mot là-dessus, tu n'as pas Marine Le Pen qui dit un mot là-dessus. Je pense que si jamais la gauche, elle décide de pilonner Total, de pilonner Pouyanné là,
elle marque des points dans le pays. L'essence à 2,20 € mais vaut 5 milliards d'euros. J'ai calculé, je crois que ça faisait 400 € par automobiliste ou un truc comme ça. Enfin, ça fait quelques pleins à reverser aux Français. Et toi qui le connais, d'ailleurs, je pensais à ça parce que ce qui ressort des articles et des choses qu'on lit dans le monde, ailleurs, etc., c'est que Macron serait depuis dimanche dans un état d'hébétude. C'est-à-dire que visiblement, lui ne s'y attendait pas. Je le connais pas. Arrête. Mais j'ai croisé 3 fois Whirlpool, tu vois. Donc non, je peux pas dire quelle est sa psychologie. Donc vraiment, quand même, non, t'as pas d'idée là-dessus. Non, j'ai pas d'idée là-dessus. Ouais. J'ai l'impression qu'il a pas pris conscience des choses quand je le vois hier, qu'il continue à faire le fier. Bon, il se dit, je vais réussir. Et peut-être, tu vois, son côté calculateur, cynique. Moi, je sais ce que ça produit sur le pays. En revanche, tu vois, je sens ce que ça produit de désarroi dans le pays, d'être toujours, d'avoir voulu, parce que on en est là aussi, parce que il n'y a pas eu de présidentielle. C'est, tu vois, pour parodier. Ah oui, il n'a pas débattu. Pour parodier, c'était qui? Jean Giraudoux, non? La présidentielle n'a pas eu lieu. La guerre de Troie n'a pas eu lieu. Oui, c'est Giraudoux. Ouais. C'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Il arrive, il ne pose pas de projet sur la table, il refuse de débattre, il profite de la guerre en Ukraine pour arriver au dernier moment. Résultat, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'abcès de crevé politique dans le pays. Or, il y a un gros abcès parce qu'il y a le traité constitutionnel européen de 2005, il y a la crise des Gilets jaunes qui n'a pas été réglée. Et donc, là, on est dans une situation... Là, il va y avoir, en plus, ce qui profile, c'est des pénuries alimentaires à cause de la guerre en Ukraine. Les bourses sont en train, en ce moment, de chuter. Et quand tu lis la presse financière, on remarque qu'on est toujours à l'aube d'un crack. Mais là, on se dit, tout est insécurisant. Le Covid qui est en train de remonter, enfin, quand tu regardes autour de toi, tu te dis catastrophe. Mais c'est comment on fait pour nous transformer la colère en espoir. Et une espèce d'alchimie comme ça à produire, parce qu'aujourd'hui, il y a une colère sans espoir. Et c'est ma dernière question, parce qu'en fait, quand je t'entends, là, je vois que tu prends des positions assez fortes, tu dis qu'il y a une nécessité, etc. Mais pour ça, il te faudrait un statut un peu peut-être différent de celui de simple, entre guillemets, député t'es même pas à la France Insoumise encarté, enfin, t'es proche d'eux. Je suis dans le groupe, en tout cas. T'es dans le groupe, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que dans l'organisation, enfin, tu sais pas comment ça va se passer? Il y a un intergroupe, il va y avoir. Non, mais je pense pas. Moi, en tout cas, je vais pas procéder comme ça. Je veux dire, il va y avoir des élections. Très clair qu'il faut que. Moi, je suis un diffuseur d'idées, et après, je vais voir les gens qui ont envie de se mettre en branle pour bosser sur cette question-là. Et je pourrais très bien avoir décidé de n'être qu'un simple individu et de quand même considérer que c'est un devoir de ne pas abandonner à nouveau les ouvriers, les gens de mon coin, les salariés mal payés au Rassemblement national. Donc, pour moi, c'est un devoir moral de ne pas les abandonner. Ils sont déjà frappés sur le plan économique. On ne va pas en plus les stigmatiser sur le plan politique. Et ensuite, c'est un devoir électoral parce que je ne vois pas comment demain on obtient la majorité dans le pays si on ne l'obtient pas avec eux. Ça sera cette conclusion qu'on va garder, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Je te serre la main. Merci, François. Voilà, on me le fait remarquer. C'est vrai que j'oublie toujours, mais c'est un peu la règle tacite à Blast. Si vous voulez continuer à avoir qu'on puisse inviter des députés comme François ou qu'on puisse donner la parole, nous, à des gens qui l'ont assez peu dans les médias, il faut soutenir Blast parce qu'on ne vit que des abonnements et des dons défiscalisés, je le rappelle. Et à la rentrée, on relance de nouveaux programmes, de nouvelles chaînes, etc. Une nouvelle chaîne que j'aimerais faire parce qu'on est un peu limité avec nos 12 programmes. On va en créer d'autres. Donc, aidez-nous, soutenez-nous. Si vous voulez qu'un média indépendant comme ça continue à vivre et à prospérer. Merci.